Bon, c'est parti. On avait... bon. Alors, mercredi, le 14 octobre, à Melbourne, en Australie, c'est avec pas de filet. Alors, vous êtes encore en compagnie de votre 5e trio préféré, avec moi-même, Ghislain, le coach Arbour, Benoît Sniper Belleville et Marc-André La Bulle Savard. Alors, bienvenue à l'épisode numéro 57 de votre balado avec pas de filet. Alors, aujourd'hui, notre sujet, ce sont les récents mouvements de personnel chez les Canadiens de Montréal, notamment avec l'échange de Max Domi, ce que ça peut vouloir dire pour la prochaine saison. Mais avant qu'on aille plus loin, nous voulons vous présenter notre commanditaire fictif de la semaine. Marc-André, qu'as-tu choisi pour nous étancher notre soif pendant notre balado? J'ai choisi la Stone and Wood Pacific Ale, Benoît voulait me faire remarquer que ça vient de Byron Bay. Alors, je ne savais même pas ça, mais c'est une raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'est une bonne bière qui est disponible. Ben, écoute, je ne vais pas vous donner mon appréciation, mais je la connais avant, mais c'est une bière qui est disponible facilement dans les pubs quand on va pouvoir y retourner. Fait que, on va garder le suspense là, de notre évaluation là, pour à la fin de la balado. Récemment, là, on a vu beaucoup de mouvements de personnel chez les Canadiens. Dans le passé, les fans, pendant l'été, se plaignaient que Marc Bergevin ne bougeait pas beaucoup. Mais là, avec l'arrivée de Jake Allen, la signature de contrat avec Jeff Petrie, l'échange Domi contre Josh Anderson des Blue Jackets, la signature d'un gros contrat pour Anderson, l'arrivée puis la signature du défenseur Joel Edmondson de Caroline, on peut dire que Marc Bergevin s'était fait aller le crayon. Puis tout ça, sans parler du repêchage, mais on va garder ça pour un autre balado, là, une autre balado, pardon, parce qu'il y a trop de matériel juste pour ce soir. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par Anderson. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une valeur sûre? De quoi on peut s'attendre d'Anderson? Est-ce qu'il va nous compter 25 buts par année ou est-ce que c'est plus le gars qui en compte 2 maintenant qu'il y a eu des histoires de blessures? Peut-être commencer par Benoît qui fait une moue intéressante avec sa bouche. Ben, en tout cas, on ne pourra pas reprocher à Bergevin de s'être assis sur son steak puis d'avoir juste pensé qu'on retournerait avec les mêmes effectifs l'année prochaine. Il a reviré pas mal son club à l'envers. Anderson est une grosse acquisition, grosse dans tous les sens. 6 pieds 2, 6 pieds 3, 225 livres, je pense. Ça, c'est pas mouillé. Fait que, non, je pense que ça va faire beaucoup de place pour ma bande de Schtroumpfs préférée. Puis, je suis un éternel optimiste. Je pense que c'est un gars qui, son épaule est rétablie. Je pense que c'est un gars qui est capable de donner 25-30 buts. Mais aussi, ça va te donner des buts en série. Chose qu'on a eu de la misère à aller chercher à un certain moment là, contre les gros clubs qui brassaient. Moi, je pense que c'est un bon move à faire. Il n'y en a pas beaucoup des gars comme ça. Puis, s'ils sont sur le marché, il faut que tu le laisses. Il y a un risque, mais bon, il y a des risques avec tout le monde, je pense. Moi, je suis très heureux de cette acquisition-là, en fait. C'est sûr que, tu sais, lors d'une balado antérieure, on parlait qu'on avait trop de Schtroumpfs, puis que c'était quoi là, les coches, là, les cases à cocher là, dans la liste de Bergevin. Puis, quand il fallait se grossir à l'attaque, absolument, il fallait aller chercher des buts. Je pense que, en tout cas, grossir à l'attaque, ça c'est fait, ça c'est sûr. Hein? Pas juste avec Anderson, mais avec Toffoli, on pourra en parler peut-être plus tard, mais je pense qu'Anderson vient complètement changer la dynamique du Canadien entre l'attaque, parce que c'est vraiment le type de joueur dont il avait besoin. Il ne l'avait pas. Ça fait longtemps qu'il avait besoin de ça. C'est un vrai gros attaquant de puissance qui a quand même certaines habiletés offensives. Bon, on s'entend. Moi, je pense que 30 buts, c'est un peu optimiste. S'il l'atteint, là on va parler d'un coup de circuit pour vrai. Parce qu'un gars de gros, costaud, qui peut vraiment donner des grosses mises en échec, qui n'a pas peur de personne, s'il marque 30 buts, wow, ça serait vraiment quelque chose. Mais s'il sera à 25, honnêtement, c'est déjà très, 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 très bon. Et c'est ça change la dynamique. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est son contrat. J'ai fait le saut un peu. Oui.
Josh Anderson, aussitôt échangé, aussitôt signé un contrat pour 4 ans. 7 ans. 7 ans, 7 ans. Hey, je me mélange de contrat, mais 7 ans, alors que Max Domi, lui, n'a pas été signé pour autant d'années de l'autre côté de l'échange. Est-ce que on comprend que Marc Bergevin a trouvé là, le genre de joueur qu'il recherchait, mais est-ce qu'on n'est pas parti en peur avec un contrat aussi long? Ben, écoute, absolument. Écoute, c'est sûr que ça veut dire que Bergevin l'avait en haute estime, sinon il n'aurait pas donné un contrat de 7 ans. Puis, tu sais, j'ai pas de problème parce que le contrat, c'est plus long que celui de Domi. Là. Puis, regarde, Domi est parti, après ça, je m'en fous un peu de ce que Domi peut bien signer comme contrat. Mais pour moi, c'est juste que c'est un gros risque dans un certain sens. Moi, en tout cas, je trouve que 7 ans, quand même, il est encore jeune, Anderson, il a juste 26 ans. Mais, il y a quand même des questions. On pense que son épaule est rétablie, mais on n'est pas sûr à 100% tant qu'il ne jouera pas. On ne sait pas s'il va être un marqueur de 15 ou de 25 ou de peut-être 30 si vraiment tout va bien. C'est beaucoup de... En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu... ça m'a surpris. Mais c'est sûr que Bergevin, c'était un peu peinturé dans un coin en allant le chercher, en rachetant un troisième choix. On voyait qu'on avait vraiment payé plus que ce qu'on s'attendait. Puis, il l'a clairement dit en partant, c'était le genre de joueur qu'il voulait, puis il était vraiment désiré. Anderson l'avait toujours clairement dit qu'il voulait un contrat à long terme. Il y avait quand même le beau jeu dans ses négociations. Mais si tu regardes son contrat, oui, il fait peur. Oui, les dernières années, ça se peut que ce soit pas beau. Mais au moins, de la façon que je vois ça, c'est que je pense que les 2 premières années, le cap hit est quand même assez raisonnable. Je pense que tu es autour de 4 millions les 2 premières années. C'est vraiment la 3e année où ce que ça monte à 8 millions pour l'année. À ce moment-là, les effets de la COVID vont peut-être être estompés un peu. La masse salariale va peut-être avoir augmenté. Peut-être que ça va faire moins mal à ce moment-là. Là. Mais ça reste que c'est un... Et peut-être aussi qu'on veut pacter l'équipe aussi pour les 2 prochaines années. Oui. Puis on est peut-être prêt à... Ben, moi, je pense que aussi l'important, c'est que ça lance un message aussi au reste de la Ligue, mais aussi aux joueurs du Canadien en ce moment, de dire, regarde, parce que moi, là, ce qui m'a tapé ses nerfs un peu dans les dernières années, c'était toujours Bergevin de dire « Ah, ben, je suis à l'aise avec mon équipe, je suis à l'aise avec mon équipe. » C'était comme évident qu'il y avait des méchants problèmes avec son équipe. T'sais. Puis là, enfin, t'es comme « OK, ben enfin, il a adressé des problèmes. » Puis je pense que l'acquisition d'Anderson vient de vraiment aussi donner peut-être un message à ses joueurs pour dire « Regarde, là, on est prêt, on y va. » Oui, puis ces 2 gars, ben là, on en parle, on pourrait parler de Toffoli parce qu'éventuellement, ça vient que c'est une entité, tout ce club-là. Toffoli, Anderson, c'est 2 gars que Bergevin avait dans sa mire depuis super longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs qui est relié aux Canadiens. Là, il est allé les chercher. Ce que j'aime de tout ça, c'est qu'on met les bons joueurs dans les bons rôles. Donc, je pense qu'il y a des gars comme Armia, ils n'ont pas d'affaires sur le premier trio ou le deuxième trio. Mais ils se trouvent avoir beaucoup plus de temps de glace qu'ils devraient en avoir, donc leurs stats sont gonflés. Éventuellement, leurs demandes salariales sont gonflées par rapport à tout ça. Là, on se trouve vraiment à avoir plein de monde. Puis là, ça va être au gars de décider, OK, es-tu prêt à en donner pour l'équipe? Il est quitte à prendre une réduction de salaire parce qu'on a d'autres personnes là, qui sont prêtes à le prendre le poste puis sont signées et tout. Là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça... Est-ce qu'on ne vient pas de créer à la fois, on peut parler de profondeur, mais on crée aussi de la compétition sportive dans l'équipe. On crée aussi de la compétition au niveau des négociations, au niveau des futurs contrats. Totalement, parce que là, le flanc droit du Canadien, qui n'était pas une force jusqu'à il n'y a pas longtemps, si tu fais du prorata avec Armia qui s'enlignait vers une saison de 20 buts aussi, tu as 4 gars, tu as 4 ailiers droits qui sont capables de te donner 20 buts par saison. Il n'y a pas tant de clubs que ça. Je pense que c'est raisonnable de penser qu'ils sont tous capables de faire 20 buts. Là. Ouais. Tu regardes Gallagher, Armia, puis Anderson, Toffoli, c'est tous capables de faire 20 buts. Là. Oui, absolument. Ben, parlant justement de notre ami Toffoli, je pensais au début que c'était Tifoli, mais non, c'est Toffoli. Je peux l'appeler Tifoli pour pardon, toi, si tu veux. monsieur. Mais ouais.
Alors, l'ami Toffoli, 24 buts en 68 matchs lors de la saison écourtée à cause de la COVID. On est allé chercher sur le marché des joueurs autonomes. D'abord, est-ce qu'il nous a coûté trop cher? Puis est-ce que lui, là, peut-être encore plus que Anderson, est-ce qu'il représente le gros changement dont le Canadien a besoin de passer là, à l'étape suivante là, pour être vraiment compétitif? Moi, personnellement, je pense pas que c'est la plus grosse acquisition de l'été. Je pense qu'Anderson, probablement, est la plus grosse acquisition dans tous les sens du terme, mais je pense que Toffoli, écoute, je pense que c'est une très bonne acquisition, puis surtout à ce prix-là. Moi, autant j'ai été surpris du contrat de Anderson, j'ai été surpris du contrat de Toffoli, mais en sens inverse, parce que, écoute, 4 ans, c'est pas. Tu sais, habituellement, là, les joueurs autonomes, on finit sans compensation, on finit toujours par leur donner beaucoup trop d'années à un gros salaire, puis on le regrette 3-4 ans plus tard. Et là, tu te retrouves à avoir donné un contrat de 4 ans qui est un terme quand même raisonnable, à un salaire de quoi, 4,25 millions par année, je pense. 4,25, oui. Oui, qui n'est pas, écoute, pour un marqueur de 25 buts assez régulier, là, il y a eu une mauvaise année, mais en général, c'est assez régulier sa production. Moi, lui, je ne vois pas de risque vraiment. Puis, mais tu sais, quand on faisait notre liste d'entrée, on disait, bon, ben, il faut qu'il ait cherché un marqueur qui se grossisse. Ils sont allés faire ça, mais c'est sûr que Toffoli, c'est pas le coup de circuit non plus. Là. C'est pas le coup de circuit non plus en termes de. Là, moi, ce que je trouve, c'est que le Canadien se retrouve avec une attaque intéressante, équilibrée. Il y a beaucoup d'options, mais il n'y a pas cette. C'est qui ton joueur que il reste 60 secondes à la game? Ça vient par comité, qui c'est pas nécessairement mauvais, mais écoute, il n'y a pas genre le joueur vedette. Mais bon, c'est ça. Benoît, toi, qu'est-ce que tu en penses d'un nom comme ça? Moi, j'ai trouvé la signature extraordinaire. Le terme, c'est super. Le joueur, il a 28 ans, il rentre dans son prime. Il t'a donné plusieurs saisons de 20 buts et plus. Le risque est minime. C'est pas un gars qui est robuste. Là, il fait 200 livres, mais c'est pas un gars qui va brasser nécessairement. Mais j'imagine qu'il est capable de. Si tu vas dans le coin avec un gars de 170 livres, 180 livres, il y a plus de chances que tu ressortes avec la rondelle si tu en fais 200. Mais moi, c'est ça, c'est après ça les options que ça va donner au coach. Il va pouvoir mixer ses trios, puis il peut faire 3 trios offensifs. Là. Oui. Ce gars-là, ça peut peut-être faire la différence. Un Dano qui va se dire OK, je suis peut-être sur un 3e trio, mais j'ai un gars qui est capable d'emporter 25 sur l'aile. Tu sais. C'est parce que ça. Ça va peut-être faire en sorte qu'il va décider OK, là, j'ai plein d'options, là, parce que là, il y a plein d'alliés qui sont capables de donner un coup de main à l'attaque, qui ne sont pas nécessairement des joueurs identifiés comme des joueurs défensifs. Moi, je pense que ça va peut-être signer le départ de Tatar éventuellement. Mais pour Dano, je pense que c'est encourageant de voir ça. Puis même Gallagher, là, qui veut voir où le club s'en va, on vient de greffer une 40aine de buts là, avec ces les deux acquisitions, Anderson et Toffoli. Absolument. Moi, je pense, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet vraiment d'avoir, comme tu as dit, trois trios offensifs. Et puis, tu sais, là, on avait un peu d'inquiétude avec, Dano qui dit, moi, je ne veux pas être un 3e centre défensif, là, c'est pas ça que je veux, tu sais, je veux être responsable défensivement, mais je veux pouvoir produire aussi offensivement. Ben, avec ça, puis avec ce qui s'en vient là, dans le pipeline, là, si on veut, ici, il y a Caulfield qu'un jour va peut-être rentrer. Tu te rends compte qu'à un moment donné, le Canadien risque d'avoir quand même 3 trios offensifs pour les 5 prochaines années, puis à différents degrés, mais quand même, il n'y a pas un joueur de centre qui va dire moi, puisque je joue avec Lekonen, puis je sais pas, moi, tu sais, Payling, puis ça va être purement défensif, mon affaire. Donc, ça vient vraiment de changer les choses. Puis moi, honnêtement, je suis d'accord avec Bergevin pour une fois. Je suis à l'aise avec l'équipe qui est là en ce moment. C'est pas un. C'est gars, dur de dire si c'est un. Je sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un contender, mais je pense que c'est un club qui peut vraiment être tannant. Là, parce que là, tu as 3 lignes qui sont capables de la mettre dedans. Selon moi, la dernière emplette qui manque à Bergevin, c'est son 4e trio. Parce que là, pour l'instant, le 4e trio, il ne fait pas peur à personne. Puis, je ne suis
pense pas que c'est avec ce genre de trio-là, Evans, Paling, puis dépendamment qui tu veux là, puis Byron ou Lekonen. Moi, je dis on met Dano sur le quatrième trio. Il a dit qu'il ne voulait pas être sur le troisième trio. Il n'a pas dit le quatrième. Exact. C'est vrai. Non, mais écoute, le quatrième trio, c'est vrai, il y a peut-être des ajustements à faire, mais au final, l'important, c'est d'avoir un bon top 9 avec un bon top 4 en défensive et des gardiens solides. Puis moi, je pense que là, en ce moment, comme je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est les contenders qui sont prêts à dire ça? Mais moi, à mon avis, écoute, je serais surpris. On ne sait pas quand est-ce que la saison va commencer, ça va être quoi les paramètres. Mais moi, je suis confortable. Je suis vraiment à l'aise avec l'alignement pour dire, ben écoute, c'est un club qui a ce qu'il faut pour faire les séries par la porte d'en avant. C'est pas le... Ouais. On a parlé beaucoup d'attaques, les gars, mais il reste un autre morceau à discuter, c'est l'arrivée du défenseur Joel Edmondson de la Caroline. Dites-moi, peut-être commencer avec Benoît, qu'est-ce que ça va changer dans la hiérarchie chez les défenseurs? Comment est-ce que les choses vont débouler là, au niveau des positions? Là? Moi, je pense que Bergevin vient de régler ses 2 premières paires de défenseurs. Jeff Petrie s'est cherché un partenaire sur son duo défensif pratiquement toute la saison. On a essayé plein d'autres joueurs. On a essayé Fleury, on a essayé Mété. Ça, c'est des défenseurs c'est numéro 7 en forçant. Donc là, je pense qu'il vient de régler cette partie-là. Puis une addition qui se fait toute seule parce que dans le fond, il était déjà dans le pipeline. Romanov, qui rentre tranquillement sur le 3e pairing de défenseurs. Pas de pression. Il va avoir un peu de temps sur le power play parce que dans le fond, Edmondson, il n'est pas là pour le power play. Il est là pour rendre ça tough de se rendre jusqu'à Carey Price parce qu'on s'entend, là, tu as Weber, tu vas avoir Chiarot, Edmondson, puis Petrie. C'est tous des gros gars, puis il y en a les 3 premiers, c'est tous des gars qui vont brasser. Là. Ce ne sera pas le fun de rentrer dans la zone du Canadien. Là. Je ne pense pas que la relance va être extraordinaire, mais ce ne sera pas le fun d'aller dans la zone du Canadien. Là. Ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on ne vient pas de changer l'identité de l'équipe? Hein? Les gens aiment ça parler de l'identité du Canadien, mais là, est-ce que ça va rester? C'était une équipe qui était forte justement sur la transition, c'était une équipe rapide. On comparait comme une version B du Lightning de Tampa Bay, mais est-ce qu'on vient pas de perdre un peu ça avec les changements, avec l'arrivée des gros alliés comme ça? Je pense pas. En fait, oui, on a changé d'identité, mais je pense pas qu'on s'est vraiment ralenti parce que Anderson, c'est un gros gars, mais il est quand même très rapide. C'est ça qui est quand même assez unique de sa part. Je pense que oui, Edmondson, bon, c'est pas un marchand de vitesse, là, on s'entend, mais je pense pas que c'était Kulak qui était à sa place, mais Kulak va être encore probablement dans la formation avec Romanov sur une 3e paire. Et Romanov a un bon coup de patin. Je pense pas qu'on a vraiment ralenti la défensive tant que ça. Je pense pas qu'on a vraiment ralenti l'attaque tant que ça non plus. Mais on vient d'enlever un peu là, le côté Schtroumpf pour. Ce qu'on disait avec le Lightning là, avant, c'est qu'ils ont des Schtroumpfs, mais au moins ils ont comme rajouté quelques éléments là, un peu plus gros pour justement avoir un meilleur équilibre. Puis ça a marché cette année. Moi, je pense que ça change l'identité. Effectivement, ce ne sera plus une équipe basée uniquement sur la vitesse et le jeu de transition. Mais je suis d'accord avec Benoît. Ce que ça fait, là, c'est que, dans le fond, moi, je m'attends à ce que Price et Allen aient une grosse saison parce que le Price va être reposé parce que Allen, c'est un très bon 2e gardien, quasiment le gardien numéro 1B, si tu veux. Puis là, tu as une défensive qui ne laissera pas beaucoup de joueurs autour d'eux autres qui vont dégager le devant du filet. Alors, tu sais, moi, je pense qu'ils ont comme une bonne... ils ont tout ce qu'il faut pour que les gardiens aient des bonnes statistiques aussi, puis ils s'en sortent bien. Puis le jeu de transition, écoute, même Romanov, ça va être le plus petit, mais c'est un... Brassé, lui. Oui, il est physique quand même. Là. Donc, moi, puis Petrie, c'est un gars qui a énormément de mobilité, mais aussi, il a des bons, il a un bon coup d'épaule. Puis, il est pas petit. Non, c'est ça. Fait, moi, je pense que ça devient vraiment intéressant. Peut-être pour compléter notre analyse, il serait intéressant de discuter de qu'est-ce que ça va avoir comme effet, tous ces changements-là, sur
le futur de Dano et de Gallagher dans l'équipe. On doit encore négocier leur contrat, là. Benoît. Ouais. Ben, moi, dans le fond, là, ce que je retiens de toutes ces acquisitions-là, c'est que ça va créer une compétition à l'interne. Puis ça peut juste être sain dans une équipe qui aspire à aller loin. Puis, les deux gars que tu as nommés, Dano et Gallagher, c'est deux compétiteurs qui vont jouer, qui ne manqueront pas un chiffre, ils vont être là tout le temps. Puis les minutes qu'ils te donnent, c'est toujours des minutes d'intensité. C'est un club qui est bâti un petit peu autour de cette mentalité-là qu'eux essayent d'inculquer. Moi, j'ai bien la misère à croire qu'ils vont pas signer. Mm-hmm. Ouais. Je pense que, ouais. Ben, moi, écoute, ben, là, de toute façon, c'est sûr que pour. Ben, là, il va y avoir un petit peu de gymnastique à faire pour pouvoir se conformer au plafond salarial là, cette année. Mais le contrat de Dano et Gallagher il est encore valide pour une saison. Donc, ce qu'ils vont négocier, c'est pour l'an prochain. Moi, je pense que ça veut dire que c'est bye-bye Qatar. Tu vas pouvoir qu'ils fassent de la place pour re-signer Gallagher et Dano avec des augmentations. Je pense que Gallagher et Dano sont une priorité. Et je sais que là, bon, il y a eu un peu de rumeurs comme quoi bon, les négociations sont interrompues avec Gallagher, qui n'était peut-être pas content, que si patati patata. Moi, je pense pas qu'il faut paniquer trop avec ça, dans le sens où j'ai entendu là, des experts, là, des analystes dire ben là, Gallagher n'était peut-être pas content de voir que tout l'argent que l'hébergement a donné à tout le monde, qu'il n'en restera peut-être pas beaucoup pour lui. Puis, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que, écoute, les joueurs, ils voulaient. Ce qu'ils n'ont pas arrêté de dire, c'est on veut que tu nous prouves qu'on va pouvoir gagner et qu'on va être compétitif. Bon, ben là, c'est ça qu'il a fait. Il a pas mal fait ça. Regarde, je pense pas qu'ils soient en train de brailler qu'il n'y ait plus d'argent pour lui. Ils vont trouver de l'argent. C'est un jeu de négociation, c'est un jeu de coulisses. Là. Mais Gallagher, je suis extrêmement surpris qu'il soit pas. Écoute, c'est le cœur et l'âme du Canadien. Ouais. Moi, je pense que Gallagher, peut-être 6,25. Tu lui donnes du terme, regarde, c'est la seule façon d'aller chercher ça là, pour y payer un petit peu ce qu'il a donné dans le contrat précédent, là, parce qu'il était à 3,75, je pense, en ce moment. Exact. Pour un marqueur de 30 buts, c'est une aubaine. Là. Donc, s'il peut aller signer à 6,25, il va lui donner 6-7 ans, je pense qu'il peut encore monter jusqu'à 8 ans. Il peut faire 8 ans, mais tu sais, je veux dire, je pense que ce gars-là, c'est ça, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. C'est ton capitaine, là. Veux pas, OK, oui, Weber est là et tout, là, mais je veux dire, c'est lui l'âme du club. Et je pense qu'il faut que tu récompenses ça éventuellement. Tu as le meilleur exemple pour les jeunes en plus, le Gallagher. Là. Messieurs, si vous le permettez, on conclurait la discussion là-dessus. Avant qu'on passe à l'évaluation de Davière, je sais qu'on ne fait pas ça à tous les épisodes, mais on reçoit beaucoup de courriers ici à l'émission avec Pas de filet. Et on a ici un courriel de Pierre Saint-Pierre, de Saint-Pierre-sur-le-Lac, le lac Saint-Pierre, évidemment. C'est typiquement québécois. Alors, Pierre nous dit « Bonjour les gars. Comme ça, en passant, on dit la balado, pas le balado. » Alors, Pierre, merci beaucoup pour l'humiliation publique. On va s'en rappeler. On va faire de notre mieux. Alors, on est rendu à l'évaluation de la bière, les gars. Alors, la Stonewood Pacific Ale. Alors, Marc-André va nous donner une analyse sociopolitique de la bière dans un moment, mais moi, avant qu'on embarque dedans, je veux juste mentionner que c'est une bière maltée douce, un peu opaque, c'est agréable, des goûts d'agrumes, pas trop agressifs en même temps. Il y a des bières des fois très acidulées quand ils goûtent l'agrume, mais ici, c'est pas le cas. Puis, il y a une finale un peu sec, un peu tanin, tout ça. Puis je me demandais c'était quoi, puis je suis allé voir sur le site, puis il mentionne un goût de fruit de la passion, là, passion fruit. Puis, ça fait du bon sens. Ouais. C'est ça le petit côté là, sec à la fin. Alors, moi, je trouve ça bien. Là, si je me ramasse dans un bar avec Marc-André, je serais pas contre là, de prendre cette bière-là. Ben, de bière d'été, ça c'est clair. Ouais. Puis, je pense qu'il y a quelques options de Pacific Ale sur le marché, mais celle-là, c'en est une bonne. Là. Il y en a d'autres, comme tu disais, Justin, qui te font une finale, ça te fait froncer les sourcils, mais celle-là, ouais, bien hâte de pouvoir en prendre une en fût dans un bar.
Oui, on a hâte que le confinement se termine et qu'on puisse retourner dans les pubs. Mais moi personnellement, je dirais, j'aime cette bière-là. Puis c'est pas une bière qui a un goût très fort. Ça ne sera pas la bière là, qui va, comment je pourrais dire ça, qui va vraiment te marquer, mais en même temps, c'est une bière qui a un goût agréable, qui est agréable à boire, qui est facile à boire, mais qui n'est pas non plus sans saveur. En tout cas, je trouve que c'est un bel équilibre pour quand tu vas dans un pub puis que tu veux, qu'il n'y a pas beaucoup d'options, puis c'est une bière qui est souvent disponible dans plusieurs pubs en fût, ici en Australie. C'est comme une belle option d'avoir une bière plutôt que les bières commerciales typiques. Puis je trouve que c'est un bel équilibre. Puis effectivement, c'est un côté un peu d'agrumes qui fait très estival. Alors, quand le confinement est terminé, Stone & Wood, moi je pense que c'est une belle option pour dans les pubs. Parfait. Bon. Alors, merci les gars pour la discussion sur le hockey et l'évaluation de ce produit alcoolisé tout à fait agréable. Alors, je veux dire merci aussi à nos auditeurs et d'ici à ce qu'on se revoit au prochain épisode, rappelez-vous, l'important, c'est ça qui compte. Salut tout le monde. Salut. Salut.